Quand des soldats arrivent sans annonce, c'est rarement anodin. Au début, ce ne sont que des rumeurs. Des unités américaines auraient discrètement pris position au Nigeria, à la frontière même du Niger. Pas de conférence de presse, aucune déclaration officielle. Juste quelques rapports qui filtrent à travers l'Afrique de l'Ouest. Et soudain, la nouvelle explose. Les États-Unis sont de retour, mais cette fois, ils avancent masqués. En quelques heures, une onde de choc traverse la région. À Ouagadougou, la réaction ne se fait pas attendre. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef du Burkina Faso et figure montante de la résistance anti-occidentale au Sahel, sort de son silence. Sa déclaration est sans équivoque. Si ce déploiement vise à surveiller le Niger, c'est ni plus ni moins qu'un acte d'agression. Pas une simple inquiétude diplomatique. Un acte d'agression. Le message est envoyé, limpide et menaçant. Et dans la foulée, c'est tout l'édifice diplomatique qui vacille, de Washington à Paris. Pourquoi une telle réaction? Parce que, derrière l'arrivée discrète de soldats américains, se cache un enjeu fondamental. La souveraineté de toute une région. Depuis 3 ans, l'Afrique de l'Ouest est secouée par une succession de coups d'État, l'expulsion des forces françaises et le rejet croissant des partenariats sécuritaires occidentaux. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, les juntes au pouvoir ont rompu avec Paris, se sont rapprochés de Moscou et ont scellé une alliance de défense inédite, l'Alliance des États du Sahel. Dans ce contexte, chaque mouvement de troupes, chaque base militaire, chaque vol de drone prend une dimension stratégique. Le Niger, foyer de tension, a récemment contraint les forces américaines à quitter la base d'Agadez, l'un des points névralgiques du renseignement américain en Afrique. Mais voilà, les réseaux ne disparaissent pas, ils se déplacent. Et pour Traoré, voir les Américains s'installer juste de l'autre côté de la frontière, avec l'aval du Nigeria, le géant régional, allié traditionnel de l'Occident, c'est la preuve que la bataille pour la souveraineté africaine ne fait que commencer. Si cet avertissement est ignoré, l'Afrique de l'Ouest risque de basculer dans une nouvelle escalade, politique, militaire, mais surtout informationnelle. Les peuples de la région pourraient bien se retrouver, une fois encore, pris en étau entre des agendas qui les dépassent. Mais pour comprendre la gravité de l'avertissement lancé par Traoré, il faut remonter à la source. 3 ans de bouleversements géopolitiques qui ont radicalement changé la donne au Sahel. En 3 ans, l'Afrique de l'Ouest a changé de visage. Imaginez, entre 2021 et 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 pays clés du Sahel, ont tous basculé dans une vague de coups d'État militaires. En quelques mois, l'ordre régional hérité de l'ère post-coloniale s'est effondré sous nos yeux. L'expulsion des troupes françaises, la suspension des partenariats occidentaux, la fermeture des bases américaines et européennes, tout cela a bouleversé la carte sécuritaire de la région. On assiste à un véritable séisme géopolitique et rien ne sera jamais plus comme avant. Pourtant, ce n'est pas seulement une question de militaires qui prennent le pouvoir ou de drapeaux qui changent sur les casernes. Derrière ces événements, il y a une quête beaucoup plus profonde, celle de la souveraineté. Les nouvelles autorités du Sahel, menées par le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, veulent écrire leur propre histoire. Ils ne veulent plus être le terrain de jeu des puissances étrangères, ni les spectateurs impuissants d'interventions décidées à Paris, Washington ou Bruxelles. C'est dans ce contexte que naît, en septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel, l'AES, à travers un pacte de défense entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Leur mot d'ordre, ni ingérence, ni soumission. Mais cette rupture inédite avec l'Occident n'a pas laissé un simple vide. Elle a provoqué un pivot spectaculaire vers de nouveaux partenaires, la Russie et d'autres acteurs non occidentaux. Désormais, on voit à Ouagadougou et à Bamako des conseillers militaires russes, des équipements venus d'ailleurs, et une coopération qui s'affiche comme une alternative à l'axe occidental. Surtout, la rhétorique officielle change du tout au tout. Pour Traoré et ses alliés, la menace ne vient plus seulement des groupes djihadistes, mais aussi, et peut-être surtout, des anciennes puissances coloniales. Les partenariats sécuritaires occidentaux ne seraient plus des remparts, mais des chaînes,
de subtils mécanismes de contrôle sous prétexte de lutte antiterroriste. Ce narratif trouve un écho puissant dans les populations, épuisées par l'insécurité, la pauvreté et le sentiment d'être exploitées. On assiste à la montée d'un nouveau discours. Seul maître chez nous. Chaque discours de Traoré, chaque renégociation de contrats miniers, chaque fermeture d'une institution liée à l'Occident nourrit ce sentiment de reconquête. Mais ce choix radical n'est pas sans conséquences. En redéfinissant brutalement leurs alliances, les États du Sahel fragilisent toute la structure sécuritaire sur laquelle reposait la région depuis des décennies. Les réseaux de coopération, d'échange d'informations, d'assistance militaire sont démantelés. Les frontières deviennent des zones grises, où prospèrent trafic, groupes armés et incertitudes. L'architecture sécuritaire régionale, déjà précaire, est bouleversée, et c'est l'avenir même de la stabilité du Sahel qui est en jeu. Pour les peuples de la région, l'espoir de souveraineté s'accompagne donc d'un risque immense, celui de retomber dans de nouvelles dépendances, ou dans un chaos sécuritaire encore plus profond. Car s'émanciper des anciennes tutelles, c'est bien, mais avec qui reconstruire les défenses? À qui confier la lutte contre les groupes armés, alors que les moyens restent limités et les menaces multiples? Et surtout, comment garantir que ce combat pour la souveraineté ne profite pas, au final, à d'autres puissances qui cherchent, elles aussi, à projeter leur influence sur le continent? Mais il y a plus. Cette rupture avec l'Occident n'a pas laissé le champ libre. Elle a déclenché une nouvelle partie d'échecs. Jeu de base, d'espions, d'alliances mouvantes. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple changement de partenaire. C'est tout l'équilibre régional qui vacille. Et nous allons voir comment le déploiement américain au Nigeria vient rebattre les cartes, aux grandes dames du capitaine Traoré et de l'AES. Un territoire ne reste jamais invisible bien longtemps. Quand un rideau tombe d'un côté, un autre se lève ailleurs. Après le départ remarqué des forces américaines du Niger, certains auraient pu croire à une pause dans la surveillance occidentale du Sahel. Mais la réalité, c'est que l'œil ne disparaît jamais. Il se déplace, il se réorganise. Pour Ibrahim Traoré, ce que l'Occident a perdu à Agadez, il tente déjà de le reconstituer un peu plus au sud, au Nigeria. Les chiffres avancés donnent le vertige. Plus de 100 cas d'espionnage auraient été détectés par les services burkinabés, preuve, selon Traoré, que la vigilance ne doit jamais faiblir. Mais au-delà de la rhétorique, que révèle réellement ce nouvel axe de surveillance? Le Nigeria, géant régional et partenaire militaire historique des États-Unis, devient désormais la nouvelle plaque tournante du renseignement occidental. Les bases, installées notamment dans le nord-ouest du pays, à quelques kilomètres de la frontière nigérienne, offrent un point de vue stratégique sur toute la zone AES. Officiellement, on parle de coopération antiterroriste. Mais pour les autorités de Ouagadougou, la question n'est pas tant le prétexte affiché que la capacité réelle de ces forces à voir, à écouter, à transmettre des informations qui concernent toute la région. Et c'est là que le débat prend une tournure bien plus politique. D'un côté, Bola Tinubu, président du Nigeria, incarne la continuité d'une alliance avec l'Occident, dans une logique de sécurité nationale. De l'autre, Ibrahim Traoré défend une rupture radicale, prônant une souveraineté sans concession, quitte à s'isoler. Deux visions qui s'affrontent, mais qui révèlent surtout l'impasse dans laquelle se trouvent aujourd'hui les États ouest-africains. Impossible de prétendre à une totale autonomie sans affronter, tôt ou tard, les réalités de l'environnement géopolitique. Car il ne s'agit pas ici d'un simple complot présidentiel, ni d'une guerre secrète entre chefs d'État. Le vrai enjeu, c'est la pénétration institutionnelle. C'est la capacité des puissances étrangères à s'insérer dans les appareils de sécurité, à influencer, parfois à orienter des décisions majeures sous couvert de partenariat. Si le Nigeria se transforme en relais de la surveillance occidentale, même sans intention malveillante, cela affaiblit la légitimité du projet AES et de sa volonté de rompre avec l'Occident. Le risque? Que toute la narration d'indépendance, chère à Traoré et à ses alliés, se fissure. Et avec elle, la confiance des populations, mais aussi l'équilibre fragile entre les deux grands blocs régionaux.
la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fidèle à ses alliances historiques, et l'AES, née de la défiance et de la rupture. Pour le public ouest-africain, les conséquences sont loin d'être théoriques. Si la surveillance occidentale se poursuit, simplement déplacée d'un pays à l'autre, la promesse d'une souveraineté retrouvée paraît creuse. Pire encore, chaque mouvement génère de nouvelles tensions. Du côté de l'AES, on martèle le discours de la résistance. Du côté nigérian, on insiste sur les impératifs sécuritaires face à la menace terroriste. Entre les deux, les populations, elles, assistent à ce jeu d'équilibre permanent, souvent sans voix, mais jamais sans conséquences. D'un côté, la peur de voir leur pays devenir simple terrain de jeu pour des puissances étrangères, de l'autre, l'inquiétude face à l'enlisement de la violence et à la perte de confiance envers les institutions. C'est pourquoi l'avertissement de Traoré n'est pas seulement une déclaration de politique étrangère. C'est un acte politique, un signal envoyé à la fois aux partenaires, aux rivaux et surtout à l'opinion publique. Il s'agit de rappeler que rien n'est jamais acquis, que la souveraineté se défend chaque jour et que la moindre faille dans ce récit peut coûter cher, en crédibilité, en stabilité, en sécurité. Si l'AES laisse filer le contrôle du récit, si le Nigeria est perçu, même à tort, comme un cheval de Troie occidental, les fractures pourraient s'aggraver et redessiner durablement la carte politique de la région. Cette bataille diplomatique et informationnelle ne se joue pas seulement dans les discours ou les accords militaires, elle façonne concrètement les rapports de force et les équilibres politiques locaux. À chaque étape, elle met à l'épreuve la capacité des États ouest-africains à définir, défendre et surtout incarner leur propre souveraineté. Et ce qui se joue ici pourrait bien décider de l'avenir de toute la région pour la décennie à venir. Mais au-delà du silence ou de la riposte, ce bras de fer expose une réalité encore plus profonde. Comment les choix actuels des gouvernements vont-ils rejaillir sur la vie quotidienne et la sécurité des populations? Car derrière les jeux d'influence et les stratégies militaires, ce sont bien les citoyens qui, in fine, paient le prix de cette reconfiguration régionale. Le Sahel est devenu un théâtre où les alliances ne sont plus ce qu'elles étaient. Aujourd'hui, deux blocs rivaux s'affrontent à mots couverts. D'un côté, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, menée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de l'autre, la CEDEAO, où le Nigeria joue le rôle central. Cette rupture n'a rien d'anodin. Elle cristallise une fracture profonde au sein de l'Afrique de l'Ouest, où chaque choix sécuritaire ou diplomatique peut désormais entraîner une réaction en chaîne difficile à maîtriser. Le Nigeria, véritable pivot régional, se retrouve donc au cœur de ce dilemme. Sa position est complexe. Il fait face à des défis sécuritaires réels, du banditisme endémique aux insurrections djihadistes qui sévissent dans ces régions frontalières. Pour Abuja, la coopération militaire avec les États-Unis n'est pas simplement une question d'alignement idéologique, mais une nécessité stratégique forgée au fil de décennies de partenariat, bien avant la crise actuelle. Pourtant, en autorisant le déploiement américain à ses frontières avec le Niger, le Nigeria risque d'accentuer la méfiance de ses voisins, notamment de l'AES, et de durcir les lignes de fracture déjà visibles. Mais le paradoxe est là. Ni le Nigeria, ni l'AES ne disposent d'une solution parfaite. D'un côté, l'AES revendique la souveraineté, chasse les partenaires occidentaux et se tourne vers de nouveaux alliés, notamment la Russie. Mais cette posture, si elle séduit une partie de la jeunesse africaine lassée du paternalisme occidental, n'efface pas les contradictions internes, manque de ressources, dépendance croissante envers Moscou, légitimité politique fragile après des coups d'État successifs. De l'autre, le Nigeria doit protéger son territoire et ses populations, mais s'expose à être perçu comme le cheval de Troie de l'Occident, instrumentalisant la coopération sécuritaire au risque de s'aliéner une partie de la région. Ce contexte exacerbe la compétition autour des ressources. Le Sahel concentre des richesses stratégiques, uranium, or, manganèse, autant de convoitises qui attisent les ambitions de puissances extérieures. Tandis que la Russie renforce sa présence militaire et diplomatique dans le sillage de l'AES, la France tente de se repositionner après ses revers, et les États-Unis, eux, multiplient la surveillance pour empêcher que des zones entières,
ne deviennent des sanctuaires opaques pour des groupes liés à l'EI ou à Al-Qaïda. Mais cette recomposition ne se fait pas sans tension. Chaque mouvement est scruté. Chaque prise de position suscite soupçons et réactions parfois imprévisibles. C'est là que réside le vrai risque. Un mauvais calcul, une surenchère de part et d'autre, et la région pourrait basculer dans une escalade géopolitique dont personne ne sortirait indemne. Si le Nigeria va trop loin dans sa collaboration avec Washington, l'AES pourrait riposter par un rapprochement accéléré avec la Russie, des sanctions économiques, voire des actions de déstabilisation aux frontières. Les réseaux informels de commerce, vitaux pour des millions d'habitants, pourraient être asphyxiés. L'espionnage et les opérations d'influence deviendraient de monnaie courante. L'AES affirme déjà avoir déjoué plus d'une centaine de tentatives d'infiltration, illustrant à quel point la guerre de l'ombre est engagée. Les frontières, loin d'être de simples lignes sur une carte, deviennent alors des fronts mouvants où se jouent à la fois la sécurité, la souveraineté et l'avenir des populations. Il ne faut pas non plus sous-estimer la dimension psychologique de cette crise. Ibrahim Traoré marque des points dans la bataille narrative. Auprès des jeunesses d'Afrique, le discours anti-occidental résonne fort, non parce que la Russie inspire une confiance aveugle, mais parce que l'arrogance perçue de l'Occident irrite depuis trop longtemps. Chaque déploiement américain, chaque base fermée ou déplacée, chaque discours sécuritaire venu de Paris ou de Washington alimente la défiance, conforte l'AES dans son choix de rupture et renforce l'idée que l'Afrique doit enfin écrire ses propres règles. Mais derrière ces grandes manœuvres, ce sont les populations des zones frontalières qui paient, en silence, le prix fort de cette rivalité silencieuse qui menace à tout moment de dégénérer. Ces communautés, de Sokoto à Katsina côté nigérian, de Terra à Tillabéri côté nigérien, déjà éprouvées par l'insécurité et la misère, risquent de devenir les otages d'un jeu de puissance qui ne dit pas son nom. Ce sont elles qui vivront, au quotidien, les conséquences de cette cascade géopolitique, qu'il s'agisse d'un blocus économique, d'une escalade militaire ou d'une guerre de l'information sans fin. Et c'est précisément là que se joue l'enjeu le plus urgent. La stabilité et la prospérité de toute l'Afrique de l'Ouest dépendent de la capacité de ses dirigeants à éviter les pièges de la surenchère, à préserver l'indépendance sans tomber dans de nouvelles dépendances, et surtout à replacer les intérêts des populations au centre de la stratégie régionale. Mais derrière les grandes manœuvres, ce sont les populations frontalières qui paient le prix fort. Entre la rhétorique de la souveraineté et la réalité du terrain, qui gagne vraiment? Car sur le papier, l'AES, incarné par le capitaine Traoré, affiche une volonté d'émancipation sans compromis. Mais derrière les discours, il y a la mécanique de la géopolitique. La souveraineté, ici, ne se décrète pas. Elle se construit chaque jour sur fond de tensions, d'alliances mouvantes et de calculs stratégiques où rien n'est jamais acquis. Là où Traoré marque un point, c'est dans sa maîtrise de la communication stratégique. Ses prises de position, ses menaces de représailles, ses expulsions de forces étrangères, tout cela vise à façonner l'opinion, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute la région. Il comprend que la bataille pour la souveraineté se joue aussi dans les esprits. Quand il avertit que le Sahel répondra si sa sécurité est menacée, il sait que c'est attendu et redouté, aussi bien chez ses alliés que chez ses adversaires. Ce n'est donc pas un simple geste symbolique. C'est un message calibré pour renforcer la légitimité de l'AES et remodeler les lignes de fracture. Cependant, l'ambition de l'AES, devenir le modèle de la souveraineté retrouvée en Afrique de l'Ouest, se heurte à une réalité incontournable. La dépendance envers de nouveaux partenaires extérieurs. L'influence russe s'est installée dans la région, sous forme de conseillers militaires, de livraisons d'équipements, d'accords sécuritaires. La Chine, attentive, avance ses pions sur le terrain économique. L'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite tissent leurs toiles diplomatiques ou sécuritaires. Autrement dit, l'AES n'échappe pas à l'éternelle logique selon laquelle, pour sortir d'une tutelle, il faut souvent en accepter une autre, même si elle porte un autre nom et d'autres couleurs. La souveraineté rêvée n'est donc pas encore la souveraineté vécue. Et au cœur de cette bataille, le Nigeria, pivot régional,
navigue à vue. Entre l'ancien partenariat avec l'Occident, qui lui garantit un certain poids diplomatique et militaire, et les nouvelles pressions pour choisir son camp, Abuja marche sur une corde raide. Les décisions prises se répercutent bien au-delà des palais présidentiels. Elles traversent les frontières, les marchés, les champs, jusque dans les villages de Sokoto, Katsina, Tillabéri ou Daza. Là-bas, les populations vivent déjà avec la peur, celle de l'insécurité chronique, des déplacements forcés, de la précarité. Ce sont elles qui, en cas d'escalade, paieront le prix fort des guerres du renseignement, des opérations de contre-espionnage, des représailles contre les collaborateurs présumés. C'est là toute la tragédie de cette dynamique. Les intérêts géopolitiques, ceux des grandes puissances comme des gouvernements locaux, l'emportent souvent sur la sécurité ou le développement réel des populations. Les flux clandestins, les alliances souterraines, les rivalités attisées par les acteurs extérieurs, tout cela alimente un climat où la défiance grandit et où la souveraineté se fragmente. Les décisions prises à Washington, à Paris, à Moscou, à Pékin, trouvent à leur écho dans le quotidien de millions de personnes qui n'ont pas choisi ce jeu d'équilibre périlleux. Alors, le véritable test pour l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, n'est pas de remplacer une influence étrangère par une autre, mais de réussir à inventer un modèle autonome où les ressources, la sécurité et les choix politiques sont réellement maîtrisés par les peuples eux-mêmes. Cela exige des institutions fortes, une économie moins dépendante, une capacité à gérer la sécurité sans tutelle. Mais tant que cette autonomie ne sera pas atteinte, la région restera exposée aux caprices des puissances extérieures au détriment de ses citoyens. C'est cette question, plus que toute autre, que l'avertissement de Traoré a mis au centre du débat. Ce qui se joue au Sahel, ce n'est pas qu'une dispute de frontières, mais le laboratoire de la souveraineté africaine. Ici, chaque prise de parole, chaque déploiement militaire, chaque alliance révélée ou dissimulée, redessine l'équilibre des puissances sur le continent et bien au-delà. L'avertissement lancé par le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un simple épisode dans la longue série des tensions entre l'Occident et l'Afrique. C'est le symptôme d'une transformation plus vaste, plus profonde, qui place l'Afrique de l'Ouest face à ses choix les plus décisifs depuis l'indépendance. Ce que Traoré révèle au grand jour, c'est que le retrait des forces occidentales du Sahel n'a pas signifié la fin de leur influence. Au contraire, la présence américaine au Nigeria, repositionnée et repensée, signale que la lutte pour le contrôle, l'accès à l'information et la capacité d'agir en coulisses se poursuit avec d'autres méthodes, d'autres partenaires. Cette surveillance sous de nouveaux atours, ces corridors diplomatiques activés dans l'ombre, montre que les puissances mondiales ne renoncent jamais vraiment à un terrain stratégique. Pendant ce temps, la France tente de recoller les morceaux après un retrait qui lui a coûté cher en crédibilité, les États-Unis renouvellent leur emprise par des alliances locales, la Russie et la Chine se positionnent en alternative séduisante, et la Turquie multiplie les partenariats sécuritaires. Mais pour les pays du Sahel et du Golfe de Guinée, chaque choix comporte son lot de risques, de nouvelles dépendances et de promesses rarement tenues. Rien n'illustre mieux ce dilemme que les réponses contrastées entre l'AES et le Nigeria. L'AES, en rejetant le cadre occidental pour embrasser le soutien russe, substitue une tutelle à une autre. Le Nigeria, lui, tente de garder un équilibre fragile, oscillant entre la coopération occidentale et la gestion de ses propres frontières troublées. Mais ni la substitution, ni le statu quo ne suffisent à garantir sécurité ou prospérité. Ceux qui vivent ces réalités au quotidien le savent mieux que quiconque. Les populations locales, premières victimes des jeux géopolitiques, attendent des résultats tangibles, pas seulement des discours ou des signatures d'accords. Ce qui est en jeu, c'est la capacité de l'Afrique de l'Ouest à inventer une souveraineté qui ne soit pas une illusion, à construire des institutions résilientes, à s'affranchir à la fois des pressions extérieures et des rivalités internes. L'erreur serait de croire que ces dynamiques ne concernent que les chefs d'État ou les chancelleries étrangères. Car ignorer ces enjeux, c'est risquer de subir demain, dans la vie quotidienne, les conséquences de décisions prises aujourd'hui dans des bureaux feutrés, loin des regards. La transformation du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest,
ne se joue pas seulement sur le terrain militaire. Elle s'écrit aussi dans les réseaux d'information, les alliances économiques, la capacité à faire entendre une voix propre sur la scène internationale. Et tout cela, c'est maintenant que cela se décide, alors que la défiance envers l'Occident n'a jamais été aussi forte, et que chaque geste, chaque déclaration, peut faire basculer l'avenir de la région. Pour comprendre ce qui façonne le destin du continent, il est essentiel de continuer à suivre, à décrypter, à débattre ces questions. Parce qu'au-delà des affrontements visibles, ce sont les choix invisibles d'aujourd'hui qui dessineront la souveraineté, la stabilité et la crédibilité de l'Afrique de demain. Restons vigilants et refusons d'être de simples spectateurs. L'avenir du Sahel et de toute l'Afrique de l'Ouest dépend de notre capacité collective à exiger des réponses, à analyser les faits et à ne pas laisser d'autres décider à notre place.